Dernière ligne droite donc, de cette émission avec aujourd'hui encore une fois la recherche et la préservation de notre environnement, surtout comment s'inquiéter, surtout bien s'inquiéter pour notre environnement et surtout le préserver plutôt. Avec nos invités, il s'agit donc d'abord notre invité qui est chercheur, Samir Bachouch. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. l'invitation. Bienvenue parmi nous, vous êtes chercheur. Donc, Dr Samir Bachouch, effectivement, je suis chercheur au niveau du Centre national de développement de la pêche et de l'aquaculture, le CNRDPA, mais également expert international plus de 20 ans auprès de l'Union européenne sur tout ce qui concerne l'économie bleue. Tout à fait. L'économie bleue, on va beaucoup en parler ce matin et préserver notre belle Méditerranée. Vous rejoignez un petit peu ce que fait notre amie Samira Hadjamar, n'est-ce pas? Puisque elle, pratiquement 3 fois par semaine, elle vient nous parler de notre environnement, plutôt notre patrimoine. Voilà. Comment classer les dossiers au niveau donc, de l'UNESCO, bien sûr. Mais tu fais des gros plans, hein, n'est-ce pas, sur notre patrimoine. Et en ce moment, c'est lié. En ce moment, ça fait 3 rubriques que tu nous parles justement de certaines régions d'Algérie qui aspirent à être classées. Donc il y a tout un montage de dossiers qui a été mis en place, qui a été déposé. Voilà. Et cette fois-ci, c'est d'abord bonjour. Bonjour Samira. À tous. Bonjour, Monsieur Bachouch. Je voulais juste faire la gentille entre notre invité et toi pour parler un petit peu donc de la rubrique écume et patrimoine. Aujourd'hui, c'est direction Tamanrasset. Tout à fait. Le massif de Tefedest. Voilà. Mais avant, on va donner la parole à notre invité qui lui s'intéresse, et c'est tout frais parce que le 25, c'était la journée, célébrer la journée donc, mondiale donc, de la Méditerranée, la Méditerranée des côtes, c'est ça, les côtes de la Méditerranée de la mer Méditerranéenne des côtes. Des côtes, voilà, journée méditerranéenne des côtes. Et quand on dit journée méditerranéenne, on s'arrête toujours sur certaines belles choses et moins belles. C'est-à-dire qu'il faut toujours tirer la sonnette d'alarme quand il y a donc une dégradation de nos côtes et surtout la pollution. C'est ce qui fait peur. Effectivement, parce que le 25 septembre, c'est une journée symbolique. Tout à fait. C'est plutôt un appel à l'action, justement, pour la protection de notre patrimoine commun, la Méditerranée. D'abord, un patrimoine commun sur plan naturel, parce qu'il y a beaucoup de paysages et beaucoup de biodiversité très importante. Tout à fait. D'abord économique, parce qu'il y a beaucoup d'activités, notamment comme la pêche, l'aquaculture, le transport maritime qu'il faut préserver. Et puis aussi, c'est histoire, parce que la Méditerranée, c'est un berceau de civilisation. Il y a beaucoup d'histoires derrière qu'il faut quand même partager et protéger d'une façon très intelligente. Donc aujourd'hui, protéger et valoriser. Et valoriser. Donc la journée du 25 septembre, qui fait quand même référence à la commémoration de la ratification des protocoles de la gestion intégrée des zones côtières, donc en 2009, qui est quand même rentré en vigueur. Il faut rappeler aussi qu'il y a plus de 21 pays au niveau méditerranéen qui a quand même décidé, dont fait partie notre pays, l'Algérie, de ce protocole pour décider de travailler ensemble pour la protection justement de nos côtes et de travailler d'une façon très intelligente et planifier toutes les activités. Il faut rappeler aussi, comme vous l'avez signalé justement, il y a plusieurs menaces. Aujourd'hui, la Méditerranée, quand on voit un petit peu l'évolution des choses, et il est quand même en face de plusieurs stress, plusieurs pressions directes en termes d'activité, en termes climatiques, en termes de dégradation, en termes de pollution. Oui. Et tout ça, bien sûr, menace les services écosystémiques rendus par la Méditerranée. On assiste actuellement quand même à des événements climatiques très importants. Donc tous les rapports prospectifs à l'horizon 2050 mentionnent que la Méditerranée a quand même des effets plus important, plus rapidement par rapport au reste du monde, de 20%. Nous assistons à une évaluation de température de 2,3 degrés justement, Celsius. J'allais vous dire, est-ce que ça a un impact direct sur notre Ça a un impact directement. D'abord, ça a un impact d'abord sur l'écosystème, parce que les espèces marines, que cette tolérance de température et de variation, ça va quand même impacter leur fonctionnement biologique, comme la reproduction et la croissance, et du coup, quand même, ça a un impact aussi sur l'écosystème. Mais on ne va pas s'arrêter. Concrètement, ce genre de phénomène d'augmentation de température va aussi mettre en péril notre sécurité alimentaire. Aujourd'hui, par exemple, l'activité de la pêche, dont les ressources exploitées, dépendrait directement de ces phénomènes. Rappelons d'ailleurs l'occasion, puisqu'on parlait de notre établissement de recherche, le CNRDPA, qui est quand même un centre de recherche spécialisé en pêche et aquaculture, mais aussi de toutes les sciences marines de façon générale. Rappelez que nous avons quand même des moyens très importants qui permettraient donc chaque année de faire des évaluations des ressources. Voilà, c'est une façon de voir quel est le nombre de poissons que nous avons au niveau de côte, que ce soit pélagique et démersal. Et nous avons un bateau de recherche doté quand même des moyens technologiques très sophistiqués. D'ailleurs, actuellement, nos équipes de recherche scientifiques, ils sont en train de faire toute la côte algérienne, de l'extrême est au ouest, pour évaluer justement la tendance
de ces variations de ces espèces. Pourquoi on devait faire ça? Aujourd'hui, plus que jamais, on est dans l'obligation de produire de la donnée scientifique fiable pour aider la prise de décision. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans l'obligation aller aussi de fournir des informations et des informations scientifiques de qualité pour qu'on puisse comprendre l'évolution de ce milieu. Un milieu qui est déjà sous pression sous la casquette de changement climatique, sans parler aussi des problèmes de pollution. Oui, le plastique est un peu partout. Hein. Oui, le plastique un peu partout, qui est carrément une île, hein, carrément, qu'on Mais il n'y a pas que retrouve le plastique, partout dans le il y a monde. pas que les huiles, les bateaux qui dégagent. Les déchets industriels. Aujourd'hui, on voit certaines incivilités qui déversent des déchets de construction dans certaines zones maritimes. Justement, puisque vous parlez aussi de la construction, il faut rappeler aussi il y a un phénomène aussi d'urbanisation au niveau des côtes. Aujourd'hui, on assiste quand même à des phénomènes de construction illicite qui dégradent donc, tous les aspects en lien avec la stabilité de la côte. Donc aujourd'hui, on assiste quand même à des facteurs multiples de pression qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de travailler en harmonie. Vous savez, en simple terme, si je dis que la gestion intégrée des zones côtières, pour que les gens comprennent, on va imaginer que nous sommes dans une maison, une très grande maison. D'accord. Dont, par exemple, sous le sous-sol, il y a les pêcheurs qui occupent ce garage. D'accord. Premier étage, on aura les gens de tourisme. Oui. Et puis les autres chambres, c'est les différents habitants. Et dans le jardin, on a par exemple les gens de l'agriculture. Auparavant, les gens travaillaient comme ils veulent, mais ils ne parlent pas entre eux. D'accord. Donc on peut marcher, on va trouver le filet de pêcheur qui bloque la porte d'entrée. Les gens de tourisme vont construire une piscine qui va inonder justement le jardin de l'agriculture, mais les gens ne parlent pas. Donc la gestion intégrée des zones côtières, justement, c'est de mettre les gens autour de la même table et de s'entendre et de décider quand est-ce qu'il faut construire, comment on évite justement les problèmes entre les autres, et puis on doit préserver ce patrimoine pour les générations. Tout à fait. Parmi des exemples qu'on pourrait citer, c'est des exemples que nous avons des voisins aussi de la Méditerranée, l'Espagne par exemple, qui a été aussi victime de son tourisme effréné, et qui par exemple, c'est vraiment, ça s'est dégradé, hein, leur Méditerranée peut-être. Effectivement, parce que le tourisme de masse, actuellement, c'est une question qui est discutée un peu partout au niveau méditerranéen, qu'il faut bien sûr penser à cette durabilité. Parce que sans les plages et sans les différentes infrastructures de tourisme, il n'y aura pas de tourisme quand même durable. Oui. Et c'est ça l'équation. Je pense que nous avons quand même constaté aussi d'autres phénomènes comme l'apparition des espèces invasives au niveau méditerranéen. Oui, les algues. Il n'y a pas que des algues, il y a des espèces d'algues, de mollusques, de poissons, de crustacés qui apparaissent. D'ailleurs, sur les 25 dernières années, il y a plus de 1000 espèces qui apparaissent au niveau méditerranéen. Ça veut dire que la Méditerranée, elle est en train de changer, d'aller plus tropicaliser. Et ça interpelle aussi les scientifiques de comprendre pourquoi il y a cette modification, pourquoi il y a des espèces qui rentrent de l'Atlantique ou de la mer Rouge pour se coloniser et de s'installer en détriment des espèces autochtones. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un risque aussi même pour les pêcheurs. Aujourd'hui, si un pêcheur, par exemple, sortir pour pêcher des espèces exploitées d'une façon très fréquente, il va trouver d'autres espèces qui ne sont pas forcément d'intérêt économique. Tout à fait. Donc, par exemple, cette année, il paraît que durant la saison estivale, il y a beaucoup de plages qui ont été fermées à la baignade dans la Méditerranée à cause du dragon bleu. Le dragon bleu aussi. C'est une espèce qui n'existait pas en Méditerranée. Effectivement, c'est une espèce qui commence à s'installer parce qu'il trouvait les conditions favorables. En 2020, il y avait aussi l'apparition de notre espèce qui s'appelle Physalia physalis. Donc, ça ressemble à une méduse, mais ce n'est pas une méduse, mais qui peut quand même... C'est la méduse portugaise. Exactement. Voilà. C'est la galère pure. Même morte, elle peut tuer. Oui, et ça fait peur. Il reste justement d'avoir quand même des éruptions cutanées et tu comptes si la personne le touche. Donc aujourd'hui, tout ça, ça nous interpelle. Pourquoi la Méditerranée, qui est considérée comme un hotspot, d'avoir ce genre de pression et l'obligation justement que pour tous ces États devraient travailler ensemble. Et puis la Méditerranée, il n'y a pas uniquement la frontière parce que quand il y a des phénomènes, ça peut toucher n'importe quel pays. Exactement. Voilà. Il y a un autre phénomène d'ailleurs. Je voulais dire justement que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, on devrait avoir peur? On a vu beaucoup donc, de vidéos sur des espèces qui font peur. Les dents de la mer, ça nous a toujours fait peur, bien sûr. Les requins qui ont fait leur apparition. On a eu beaucoup de spécialistes sur nos plateaux, des océanographes qui parlaient donc bien sûr des requins. Ils ne sont pas dangereux, ils sont carrément dans leur habitat naturel. Est-ce que finalement, on a pu constater que ce sont des espèces qui ont plus envahi la Méditerranée ou c'est des fake news? On a l'habitude de recevoir ce genre
de réflexion chaque année. Oui. Dès qu'il y a un phénomène qui apparaît quelque part au niveau de nos côtes, donc notre établissement de recherche, le CNRDPA, il est contacté directement pour puisse donner des explications, que ce soit un phénomène de pollution, apparition d'espèces ou autre phénomène. Je comprends aussi que l'effet de masse qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous avons plus de connectivité et de présence à travers nos différents smartphones et d'aller enregistrer et de médiatiser donc ce genre d'informations. Parfois, c'est vrai que ça peut créer de la panique auprès de la population, mais je leur dis toujours, il faut éviter ce qu'on appelle les fake news et de s'adresser directement aux institutions spécialisées, que ce soit des centres de recherche ou des universités, pour donner une information fiable. Maintenant, la question d'apparition d'espèces et qui fait peur aux gens, etc. On entend assez souvent, mais il faut rappeler que ces organismes sont toujours dans leur milieu naturel. Exactement. Et c'est à cause de l'être humain qui a fait quand même des modifications sur cet écosystème, puisqu'on parle justement de la question de la côte, qu'il faut se poser la question pourquoi il y a autant de pression anthropique, pollution ou autre, tourisme de masse qu'on a cité tout à l'heure, qui a fait quand même bouleverser cet écosystème et cet équilibre. Aujourd'hui, nous avons quand même des risques d'inondation, des risques pour nos terres agricoles. Et qui dit terres agricoles aussi, c'est mettre en péril notre sécurité alimentaire. Bien sûr. Le président de la République, à travers son programme, donc avec le phénomène de sécheresse, donc il a fait accélérer l'installation des stations de dessalement de mer, mais parce qu'il y a quand même une pression énorme. Au niveau méditerranéen, au niveau des côtes, il y a plus de 150 millions d'habitants, plus de personnes qui vivent au niveau de ces régions. Voilà. Les ménages ont besoin d'eau courante tous les jours. Alors, ça veut dire que vous avez une frange côtière très courte, avec une masse très importante, ça veut dire plus de bouches à nourrir, plus de problèmes à gérer, plus de pollution, etc. Donc, au fait, c'est une équation vraiment, ce qu'on appelle des équations explosives. Et c'est là qu'il vient, donc on ne va pas rester quand même sans faire rien du tout. Il y a quand même des solutions innovantes et on fait référence justement à l'économie bleue. On peut utiliser les services et les activités des différents secteurs sans nuire justement à l'écosystème. On permettra sa durabilité en gardant les activités et les emplois, tout en pensant bien sûr aux générations futures. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette question aussi de durabilité. Et on parle aussi de la résilience. Assez souvent, on entend dans la résilience, c'est augmenter notre système immunitaire. Le milieu marin, de la même chose. Aujourd'hui, le milieu marin, elle a cette capacité justement de s'adapter aux différents phénomènes, mais il y a une certaine limite. C'est comme une personne qui est en bonne santé, quand il attrape par exemple un rhume, il peut se rétablir rapidement. Mais si vous avez des couches de pression et de pollution, de stress, vous avez quand même du mal à récupérer. Au contraire, peut-être vous risquez d'avoir des maladies plus graves. Vous donnez toujours des exemples concrets, c'est bien. Voilà, pour que les gens essaient de comprendre. Alors, on a l'impression que l'eau de mer est une source intarissable. Hein, et pourtant, on arrive à en puiser, mais bon, certaines terres disparaissent aussi au niveau mondial. On voit ce déséquilibre carrément. Oui, effectivement, le phénomène d'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose qui est inquiétant. Au niveau méditerranéen, la moyenne... On surveille même chez nous le niveau de la mer. Oui, la moyenne actuellement au niveau méditerranéen est de 40 cm. Vous allez me dire que 40 cm c'est peu, mais moi personnellement je vous dis que c'est grand. Parce qu'il ne faut pas comprendre les 40 cm comme ça, mais il faut voir sur la distance. C'est ça. Je vous cite deux exemples. Au niveau de Bijaya, il y avait dans la plage qui est à côté de la piste d'atterrissage, il y avait quand même un phénomène d'érosion très énorme, donc où la piste d'atterrissage était à risque. Justement, et il y avait ce phénomène d'érosion, donc le recul de trait de côte a fait qu'aujourd'hui, la piste d'atterrissage était vraiment en danger. Donc les autorités publiques étaient dans l'obligation d'installer des ouvrages de protection, des T de protection, pour protéger justement la piste d'atterrissage de l'aéroport, pour freiner justement cette avancée. Pourquoi on est arrivé là aujourd'hui? Aujourd'hui, les constructions, parce que la côte, elle a un certain équilibre naturel. Dès que vous puisez quelque part, la côte va avancer quelque part. Donc il y a un budget qui doit respecter et il y a une loi littorale qui a été faite, mais les gens quand même qui ne respectent pas. Donc aujourd'hui, on est appelé donc à parler toujours de ces différents stress et de trouver un mécanisme de travail. D'abord, l'Algérie, si je remonte sur les 30-40 dernières années, on n'avait pas toutes ces activités en mer. On n'avait que les activités classiques, la pêche, portuaire, peut-être des activités militaires, mais aussi peut-être de plongée. Mais aujourd'hui, il y a d'autres activités émergentes. On parle de l'aquaculture, on parle de la technologie marine qui a un potentiel très énorme pour tout ce qui concerne la pharmaceutique et le cosmétique, qui n'est pas encore exploité à 100%. Donc il y a beaucoup de startups qui ont été créées. Il y a les sports aussi, les sports nautiques. Sport nautique. Il y a aussi de l'archéologie. Aujourd'hui, il y a un savoir et une histoire derrière. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs activités
Mais comment aquatique aussi. toutes ces activités devraient aussi vivre en harmonie. Donc il faut aller vers une planification de l'espace maritime, il faut avoir de la régulation. D'abord, aujourd'hui par exemple, sur le côté terrestre, je pense que nous avons tout l'arsenal juridique et réglementaire qu'il faut pour régler un problème. Donc s'il y a un problème entre un secteur, un citoyen ou autre autorité, les gens peuvent décider facilement. Mais en mer, c'est difficile. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut peut-être renforcer aussi les textes réglementaires qui existent. Il faut aller avoir une vision prospective qui permettrait de cohabiter toutes ces activités tout en permettant la préservation de l'emploi et de l'écosystème. La pêche est réglementée, heureusement d'ailleurs. On voit chaque année le phénomène, bien sûr, de la pêche du thon. Aujourd'hui, chaque pays a son quota, donc tout va bien normalement. On a pu remarquer aussi l'invasion des algues cette année. C'est un phénomène mondial, mais surtout en Méditerranée, ça a été plus accentué cette année. C'est accéléré cet été. Effectivement, l'algue brune, Rugulopterus okomara, c'est une espèce qui a quand même, elle n'a pas apparu dans toutes les plages, mais au niveau de quelques plages. Bon, le phénomène lui-même, il est en cours d'étude parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est cette raison. Est-ce que c'est à cause des corans? Est-ce que c'était à cause des transports maritimes? Des bateaux. Donc il y a plusieurs pistes à explorer. Et quelque part aussi, en tant que scientifique, nous sommes aussi en train de réfléchir aux solutions basées sur la nature. Parfois, quand il y a une apparition d'une espèce, je vais citer l'exemple des crabes bleus. D'accord. C'est une espèce qui apparaît donc, au niveau méditerranéen, donc elle est même arrivée en Algérie depuis presque 2017. Mais c'est une espèce aussi qui peut être une opportunité pour des pêcheurs parce qu'on peut le vendre et ça se vend bien et c'est très prise. Mais est-ce que le cas aussi pour ce genre d'algues? Peut-être ça peut être un potentiel biotechnologique qu'on peut valoriser effectivement pour les cosmétiques, dans l'agroalimentaire, les coproduits. On a aussi une communauté très forte d'Asiatiques. Effectivement, tout à l'heure vous parlez d'ailleurs des startups. Aujourd'hui, donc même à partir des problèmes, on peut créer des solutions. Des solutions qui peuvent non seulement régler les problèmes de cette expansion, mais tout en générant aussi des revenus. Par exemple aussi pour l'agriculture, ce serait de très bons engrais aussi pour l'agriculture. Ils sont riches d'ailleurs en pas mal de composés minéraux et des vitamines. Effectivement, donc tout ça, ça nécessite donc un travail de recherche pour qu'on puisse explorer développer davantage la spiruline, qui est une algue qui a de nombreux bienfaits en matière de protéines. Voilà, parlons de la spiruline justement. Donc, il y a eu des essais d'ailleurs. Non, ça a été maîtrisé. Au niveau de notre établissement, on était presque parmi les premiers qui a maîtrisé le développement et la culture de la spiruline, qui est un petit peu même répandu. Même à Tamanrasset, mais on a énormément d'ailleurs contribué pour le renforcement de notre sécurité alimentaire. On a parlé des problèmes de la pêche, de la réduction un petit peu des stocks méditerranéens de façon générale, etc. Et par rapport à cela, nous avons donc notre politique sectorielle. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a sa politique de sécurité alimentaire. Et le CNRDP, à travers ses programmes de recherche, nous avons quand même développé d'autres cultures. Et donc l'aquaculture actuellement qu'on voit, que ce soit marine et continentale, a été fait quand même objet de recherche qui a permis le développement de l'aquaculture quand même assez massivement. Nous avons de l'aquaculture par rapport à la culveticulture et il y a de l'aquaculture intégrée à l'agriculture, notamment l'élevage de tilapia, qui est un petit peu quand même démocratisé et popularisé au niveau de tout le territoire national. Et récupérer l'eau des bassins pour pouvoir la donner à l'agriculture. Le système de recirculation. Voilà, c'est une très bonne recyclerie, bien sûr. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous. Vous allez suivre la rubrique de notre amie Samira. Elle aussi s'intéresse encore une fois cette fois-ci, ce matin, à notre environnement. On va aller du côté de Tamanrasset. C'est tout de suite après ça. Patrimoine, j'aime bien coller avec l'actualité de nos invités. Le patrimoine, bien sûr. Oui, une très belle destination. Ma ville de cœur, Tamanrasset, la Teftest à Tamanrasset, c'est un massif de montagnes, donc de plusieurs montagnes. On a des images, j'espère qu'on va les voir passer. Alors, c'est localisé au nord de Tam, de Tamanrasset. C'est à 250 km du centre de Tam, on va dire. Voilà. Donc, ce sont des montagnes, c'est très beau. Oui, exactement. C'est, comment on va dire, c'est magique. C'est un panorama d'exception. C'est un endroit qui est très aimé alors par les touristes, par les nationaux, comme par les étrangers, pour aller faire du trek, pour aller faire de la marche. De la randonnée. De la randonnée, exactement. Pour faire du camping, du bivouac, tout simplement. Donc, c'est au cœur de Tamanrasset. On a pu voir la carte. Voilà, c'est un paysage donc, granitique avec
Géomorphologie. Qu'est-ce qui le rend spectaculaire? D'abord, ça s'étend sur la zone que le ministère de la Culture, donc le CNRPH, veut classer au patrimoine mondial. C'est une zone qui s'étend sur 10 000 km. Donc, il y a énormément de montagnes. Il y en a alors, on va préciser que la Teftest culmine à 2336 mètres d'altitude. Si on devait la comparer, on la compare avec le mont aussi, la montagne je suis désolée, je vais le dire, In Akulmu, voilà, et Loudan, ce qu'ils appellent Garet el Jenoun. On peut penser qu'il y a des génies dans le désert, mais il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de djinns. C'est le vent, il y a beaucoup de vent et tout. Donc, il y a justement, en parlant de vent, il y a beaucoup d'érosion, sachant qu'il y a à peu près, dans ce massif, il y a à peu près, d'après les études et les recherches qui ont été faites à partir de 1935, il y a eu 200 stations de gravures rupestres, de dessins qui ont été mises à jour ou révélées, où ils ont travaillé dessus. Dans la région. C'est peu. Je suis persuadée qu'il y en a encore beaucoup plus. Ouais. Donc, qui travaillent dessus? Les archéologues, les écologues aussi, puisque c'est les géologues. Ouais. Exactement. Et ce qu'on voit, c'est le guépard. Ouais. Le guépard, qui est une espèce très importante, elle est en voie de disparition. Mais on l'a vu cet été, ça a été filmé. On rappelle notre ami Monsieur Belbachir, qui était venu. C'est un scientifique qui a fait agronomie, qui est donc spécialisé en zoologie, qui est resté avec toute son équipe pour guetter justement ce guépard, la réapparition de ce guépard. Exactement. Donc, il est à Tamanrasset, il a été filmé. Il y a aussi les zones humides, donc qui s'étendent sur plus d'une centaine de kilomètres. La Teftest sert d'étape aux oiseaux migrateurs qui se dirigent en fait ou qui viennent de l'Afrique subsaharienne. En fait, voilà, c'est une étape. Donc, ça aussi a fait qu'en 2020, cette zone a été, je vais le dire, déclarée, intitulée « Autre mesure de conservation efficace par zone ». C'est AECEM. Voilà, AECEM. Les scientifiques parlent toujours de recherche, bien sûr. Exactement. Donc, pourquoi il faut le classer? Parce que c'est un site d'exception. Donc, écologique, archéologique, ça raconte l'histoire des femmes et des hommes, des cultures, de tout l'environnement, du changement climatique, des climats, sur plus de 10 000 millénaires, sur en fait, je sais pas, je peux pas dire des centaines d'années, non, c'est rien du tout, des centaines d'années. Donc, c'est très ancien, et donc à travers les dessins, bien sûr, on a le quotidien des habitants. Et puis sur la roche, il y a des choses qui sont marquées que nous, peut-être, simples citoyens ne lisent pas, mais que les spécialistes lisent, et ça raconte aussi l'histoire du monde. Et qui pas seulement l'histoire de l'Algérie, c'est tout ce qui s'est passé sur des milliers d'années à travers le monde. C'est un roc, hein, vraiment, c'est une roche granitique qui est vraiment typique de la région. C'est un décor lunaire aussi, presque. Toute la région est belle à voir. C'est spectaculaire, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie par les Algériens. C'est très très prisé par les étrangers. Janet est prise d'assaut maintenant. Janet, qui est à 400 km de Tamanrasset, elle est prise d'assaut par les touristes étrangers toute l'année. Avant, c'était juste la période, on va dire, automne-hiver. Et maintenant, c'est des endroits qui sont visités toute l'année. On espère la même chose pour Tamanrasset. C'est différent, mais c'est pareil. El Tassi des Nadja. Tamanrasset, c'est le Hogar. Las Crème, bien sûr. Justement, la Teftest, c'est sur la route de l'Atacor. On peut y voir encore des animaux sauvages. C'est très, très, très beau. Beau à voir. Très beau à voir, voilà. Donc, ils ont décidé de déposer en début de cette année, avril-mai, un dossier pour que... Sinon, c'est classé, hein, les parcs existent. C'est un parc naturel, donc il est déjà classé. Voilà. Il y a un office, c'est Mahmoud qui est directeur de cet office et qui s'occupe très bien du parc. Mais donc, le parc est classé, mais il y a des zones assez particulières.
c'est une immensité, c'est un territoire immense à Tamanrasset. J'ai envie de dire, c'est la moitié du pays. Oui. Et donc, il y a énormément de choses à l'intérieur qu'il faut classer, répertorier et qui rendent aussi, il faut le rappeler, c'est pas des petites choses, c'est des éléments qui rendent unique le patrimoine algérien, qui font de l'Algérie un pays unique. C'est des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc, qu'on identifie, qu'on documente et qu'on classe. Pour protéger, bien sûr. Tout à fait. Il y a du tourisme, des gens qui bivouaquent là-bas. C'est la première des choses. D'abord, pour information. Sensibiliser surtout la population, oui, surtout pour la les protection. locaux, pour la protection et les touristes aussi. C'est protégé, c'est surveillé, mais c'est tellement immense que c'est impossible de. On va pas suivre les gens au pas, c'est pas possible. Pas possible. Mais c'est pour faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine. Il y a l'érosion naturelle, mais il y a aussi la main de l'homme qui peut être parfois. Criminelle. Hein, voilà. La dégradation, c'est vraiment un acte criminel. Exact. Et rappeler que c'est un endroit qu'on ne peut pas visiter comme ça, on prend sa voiture, on y va. D'abord, c'est dangereux pour la personne, c'est immense. On peut se perdre. On peut se perdre et on peut rapidement mourir à cause de l'eau. Si on n'a pas d'eau, au bout de, je crois, moins de 24 heures, on peut, selon la température. Donc, il faut toujours prendre une autorisation du parc, donc de l'office du parc qui est au centre de Tamanrasset pour pouvoir visiter. Une agence de voyage, un guide, enfin une équipe. Il ne faut pas y aller avec sa voix. À l'aventure. C'est dangereux. Et en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a des gravures rupestres. Il y a malheureusement parfois, mais c'est puni par l'État et c'est très, très, très sévère. Tout à fait. Très sévère quand on décroche ou qu'on prend des choses. Voilà. Ça va à des peines jusqu'à 30 ans de prison. C'est pour effrayer les gens. Tout à fait. Et même nos services douaniers sont aussi formés dans ce sens. C'est-à-dire qu'on reconnaît tout et tant mieux d'ailleurs. Hein, pour ce qui est donc, si on devait dégrader ou voler ou détourner carrément quelques objets qui appartiennent à notre beau désert. Voilà, donc c'est une région assez particulière. Alors en termes de biodiversité, la faune et la flore, parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'eau. Il y a eu un changement climatique. Il y a eu des pluies. Il y a eu beaucoup de pluie et qu'on a vu des fleurs. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, des parterres de couleurs magnifiques. Exactement, c'était vert et rouge. On est habituellement à la base, certainement c'était la savane, il y avait la mer. C'est impossible que c'était comme ça il y a des millions d'années. Mais les images qu'on a de cette région depuis ces dernières années sont spectaculaires. Exactement. Spectaculaires. Vous rejoignez bien sûr ce que dit notre chroniqueuse ce matin, pour ce qui est donc la préservation de notre pour la biodiversité. Juste pour répliquer, effectivement, même pour la partie marine, parce que nous avons une loi sur les aires protégées, que ce soit terrestres ou marines. Aujourd'hui, même pour la partie marine, nous avons quand même pas mal d'aires protégées qui sont installées, que ce soit l'île Rishkoun, Abibas, Indour et le Bondi Kabi, peut-être aussi il y en a d'autres. Je pense que l'ensemble, peut-être il faut multiplier ce genre d'aires protégées pour préserver justement notre biodiversité et notre écosystème. Je pense que quand même, il faut aller dans cette optique, bien sûr. Et puis rappeler aux gens, quand ils voient un shot ou une guelta et tout, c'est pas des piscines. Il faut pas nager, c'est utile. D'abord pour les animaux qui viennent y boire. S'y abreuver. Et puis, le simple fait de nager, c'est sympa, mais ça nuit énormément, ça crée de la sécheresse. Ça peut en fait en contribuer à assécher l'endroit. C'est pas bien, il faut pas. Exactement. Même si on peut pas résister, c'est pas bien. Nagez pas dans les gueltas. Voilà, il faut respecter surtout et suivre toujours ce que disent donc les locaux et c'est eux qui savent tout pratiquement, bien sûr, avec les scientifiques qui sont là pour donner quelques indications précises concernant donc les recherches scientifiques. Ce sont des recherches au niveau mondial, parce que vous travaillez en corrélation aussi avec des chercheurs du monde entier donc pour ce qui concerne notre nature. Effectivement, d'ailleurs même nous au niveau du CNRDPA, assez souvent on participe au groupe de travail régional pour qu'on puisse justement mettre nos données avec les données des autres, pour qu'on puisse comparer à travers les mêmes protocoles, on travaille avec les mêmes méthodes, avec les mêmes instruments scientifiques, pour qu'on puisse d'ailleurs pouvoir comparer nos résultats. Et ça c'est très important pour qu'on puisse fournir justement une donnée fiable. Donc quand même cette donnée ça coûte énormément cher, donc pour fournir une donnée fiable, donc il y a quand même beaucoup de chaînes de valeur qu'il faut respecter derrière en termes de maintenance, en termes des instruments, le choix, la calibration, aussi de la formation des gens. Et sur cet aspect peut-être qu'on a mal négligé, mais aujourd'hui c'est vrai quand on parle de la journée de la côte, c'est vrai c'est une journée, on la célèbre une journée pendant une journée de l'année, mais finalement c'est un travail de toute l'année.
Tout à Et puis les jeunes, justement, aujourd'hui, je pense le renforcement des capacités, ce qu'on appelle les capacités bleues. Au niveau des universités actuellement, on assiste à une refonte des programmes universitaires. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, qui n'existaient pas auparavant. Mais le journalisme, aujourd'hui, par exemple, nous avons un journaliste scientifique spécialisé des milieux marins, des caravans bleus, ou peut-être autre chose. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers émergents qui viennent justement s'associer à cette inertie en termes d'accompagnement, de protection, de sensibilisation. Surtout la question de sensibilisation. Tout à fait. Parce que vous avez cet art justement de passer le message de façon très simplifiée à travers des images, des vidéos. Voilà, c'est important. Voilà. Nous, on le fait souvent dans notre émission et tant mieux, heureusement, parce que nous sommes très proches donc, de notre nature, il faut savoir la préserver et surtout donner la chance, donner la parole aussi aux scientifiques qui sont en mesure de nous donner des véritables outils donc, de compréhension. Merci beaucoup. Je rappelle donc Monsieur Samir Bachouch, vous êtes donc chercheur en économie bleue, chercheur au niveau du CNDPA, c'est cela, Centre national donc, de développement de la pêche et de l'aquaculture, de recherche et de développement de l'aquaculture et de la pêche. C'est un centre qui date quand même de 1921. Voilà. Nous avons plus qu'un siècle et 4 ans. Voilà, c'est magnifique. Ça a été très bien repris. Et ils ont un prix pour les médias et journalistes qui contribuent à tirer, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, à récompenser les journalistes qui travaillent sur l'environnement, et qui tirent les sonnettes d'alarme sur ce qui est menacé, sur ce qui... Donc il y a un prix. Vous avez été lauréate. Oui, en 2021, il y a eu beaucoup de collègues après moi qui ont eu le prix. Voilà. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Moi j'aurais voulu savoir si un jour on peut avoir un ou plusieurs musées subaquatiques en Algérie. Parce qu'on a un patrimoine... C'est la fin. Juste rapidement, répondez-nous. Nous avons déjà une réflexion, ça fait 3 ans. Il y avait quelqu'un qui a proposé cette idée, mais comme ça nécessite des financements énormes, mais c'est une idée en tête. On en reparlera en détail. Merci beaucoup à vous. Bon courage pour tout ce que vous faites et à très bientôt. Samira, merci beaucoup. On se retrouvera vendredi, Inch'Allah. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous sur Canal Algérie. N'oubliez pas, juste après le Bonjour d'Algérie, vous aurez le plaisir de retrouver Marie Moussaïd dans sa rubrique